Bonsoir à tous, vous avez choisi BB24 ce soir, nous vous en remercions. Vous êtes sur le grand rendez-vous. 90 minutes d'infotainment axé sur le développement, c'est ça le grand rendez-vous et nous allons parler ce soir d'hémophilie, on va parler de l'esclavage des enfants, de charbon sans fumée et pourquoi pas des techniques de repousse des cheveux. Les détails juste après la météo. Je sais que tout nous regarde ce soir. On vous salue, chers téléspectateurs. Vous êtes sur le grand rendez-vous. L'hémophilie est un trouble hémorragique héréditaire, mesdames et messieurs. Alors, les spécialistes disent qu'on peut donc en mourir, mais raison pour laquelle Nature et Bien-être attire l'attention sur la prise en charge de ce mal. C'est sur Nature et Bien-être sur ce grand rendez-vous. Alors, le monde entier pense aux enfants aujourd'hui, mais quels enfants? Les enfants esclaves. Et quels sont les aspects que prend l'esclavage des enfants aujourd'hui dans le monde? Et où en est le Bénin donc dans cette lutte? Voilà donc les raisons, en tout cas les questions que nous allons essayer bien sûr de répondre tout à l'heure sur Autant Savoir. C'est désormais possible, mesdames et messieurs, d'utiliser du charbon pour la cuisine et sans nuire à l'environnement. Bien sûr, de jeunes Béninois ont rendu la chose possible. Suivez tout à l'heure l'expert de ce grand rendez-vous dans la présentation de cette solution charbon respectueux de l'environnement. Alors, vous souffrez d'alopécie ou de chute de cheveux. Alors, nous allons vous présenter tout à l'heure des techniques pour faire repousser vos cheveux. Les meilleures solutions d'ailleurs. Rendez-vous tout à l'heure sur Beauté au pluriel avec Fulgencia Routondi. Et tout à l'heure à 19h45, nous allons retrouver Estelle, Espérance, Aurore, Pazou pour le journal. Elle est déjà là pour les titres. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous, Asiom Simplice Gaba. Voilà, merci beaucoup pour la précision, Simplice. Alors, on aura quoi au menu de ce grand rendez-vous? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Elle sert à se faire entendre, mais elle est davantage un outil de travail. En ce jour où le monde entier célèbre la Journée mondiale de la voix, elle sera au cœur d'un reportage que nous propose la rédaction à 19h45. Ce 16 avril, c'est aussi la Journée mondiale de lutte contre l'esclavage des enfants. Au Bénin, même si le phénomène ne se manifeste que sous d'autres formes, les autorités sensibilisent. Et puis, que se passe-t-il avec l'effectif des candidats au bac? Il baisse d'année en année. Depuis 2016, Ulvaeus Balogun et Rebecca Adinankou ont mené leur petite enquête et tous les détails sont à suivre à 19h45. On vous retrouve donc à 19h45 pour ces détails des sujets annoncés déjà. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazou. Merci, Asiom, et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, et on commence avec les plateaux. On commence naturellement bien sur
Nature et Bien-être. Oui, bienvenue sur Nature et Bien-être. Aujourd'hui, nous parlons d'hémophilie, un trouble hémorragique qui peut tuer, mais qu'on peut également bien gérer et si on est informé et quand on a également les moyens. Hein, c'est ça aussi, la gestion, la prise en charge de cette maladie. Nous allons y venir tout à l'heure avec notre invité sur Nature et Bien-être, mais juste derrière cet élément, regardez. C'est une maladie rare, très rare. Dans le monde, seulement une personne sur 1000 en souffre. L'hémophilie est une pathologie du sang héréditaire presque inconnue, mais pouvant être fatale. Les sujets qui sont atteints de cette maladie, lorsqu'ils se blessent, lorsqu'ils saignent, ce saignement met du temps à s'arrêter, ou alors ce saignement peut même ne pas s'arrêter et conduire à des circonstances très fâcheuses. Les hommes, eux, seront atteints de cette maladie lorsqu'ils sont porteurs de cette anomalie génétique. Par contre, les femmes, lorsqu'elles ont cette anomalie génétique, elles ne seront que des conductrices. Elles vont transmettre la maladie sans être malades. Le Bénin fait aujourd'hui partie des pays dans lesquels on enregistre des hémophiles. Nous avons sensiblement près d'une cinquantaine d'enfants ou de patients hémophiles qui sont actuellement suivis par nous. Le diagnostic est le point de départ d'un projet thérapeutique qui peut se révéler très coûteux dans l'environnement béninois. On estime annuellement la prise en charge d'un hémophile de l'ordre de 70 000 € à 300 000 €, ce qui nous fait des chiffres de l'ordre de la quarantaine de millions jusqu'à près de 304 millions. Ce n'est pas disponible. Ce dont nous disposons sous nos cieux pour prendre en charge ces patients, c'est le plasma frais. Dans chaque foyer, la maladie est constatée d'une manière différente. Le point commun est l'écoulement sans arrêt du liquide sanguin. Mon enfant a été circoncis à l'âge de 2 ans. Donc, je ne savais même pas qu'il était hémophile. On a tout fait, le sang n'a pas coupé. Dans le temps, j'ai dépensé au moins 300 à 50 000. Hein. Pour seulement la circoncision que j'ai fait à 5 000 dans le quartier, chez un médecin. C'est grâce aux déchirures qu'il a eu à la maison que le sang coulait. Et je ne savais pas que c'était hémophilie. Nous sommes allés à l'hôpital Kangezo. C'est pas là qu'il nous disait qu'il ne peut pas supporter, qu'il ne peut pas traiter le cas, que de venir à Sénancheux. Et depuis le jour où j'ai mis pied à Sénancheux, vraiment, si je veux dire, l'argent que j'ai dépensé, je suis déjà dans les 600 et quelques mille pour le cas de mon enfant. Aujourd'hui, une association béninoise des hémophiles a vu le jour et pourra l'accompagner dans la prise en charge de son enfant. Merci beaucoup à vous. Heureuse d'annoncer pour ce reportage. Il paraît que la prise en charge a évolué au Bénin. En parlant bien sûr d'hémophilie, c'est une bonne nouvelle que nous apporte ce soir. Docteur Natacha Baglo, bonsoir, c'est ça? Oui, c'est bien. Baglo, oui, ah oui, c'est Tatiana Baglo, hein, c'est pas Natacha. Tatiana Baglo. Spécialiste en transfusion sanguine, c'est ça? Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de nous apporter cette bonne nouvelle. Oui, Yasmine, on va vous retrouver dans un instant. Hein. Et puis, c'est vrai que ça a vraiment évolué. Oui. Ça a vraiment évolué au Bénin. Oui, actuellement, oui, l'hémophilie, la prise en charge de l'hémophilie a énormément évolué grâce à l'association béninoise de l'hémophilie et à l'association française de l'hémophilie ainsi que la Fédération mondiale de l'hémophilie. Nous avons maintenant à notre disposition des concentrés de facteurs, des concentrés de facteurs 8 ou 9 pour traiter de façon spécifique les hémophiles. Avant, on leur transfusait du plasma systématiquement, évidemment avec les risques que ce traitement pourrait avoir. Donc, actuellement, maintenant, la Fédération mondiale de l'hémophilie nous envoie systématiquement
des concentrés de facteurs selon le type de l'hémophilie pour l'hémophilie. pouvoir mieux traiter oui, les Yasmine patients. Damata finalement nous a rejoint sur le plateau. Oui, Yasmine, avec vous, on parle bien sûr d'hémophilie. Donc, docteur Tatiana Baglo nous a apporté une très bonne nouvelle. Les facteurs sont disponibles désormais. C'est disponible et je vais aller, puisque vous avez déjà démarré l'entretien avec Madame Tatiana Baglo, directement je vais vers elle. Je lui pose déjà la question de savoir comment se transmet l'hémophilie alors. L'hémophilie, elle se transmet, on dit d'habitude, de la mère à l'enfant, c'est-à-dire de la mère au garçon. Mais j'ai l'habitude de dire aussi des hommes aux filles, à leurs filles, parce que c'est le chromosome X qui est malade. Donc, ce qui fait que la femme a 2 chromosomes X. Donc, quand la femme met au monde un garçon, il donne son chromosome X, un de ses chromosomes X à son garçon. Ce chromosome X peut être malade ou pas. Donc, lorsque le chromosome X est malade, vu que le garçon n'a qu'un seul chromosome X, la maladie s'exprime. Par contre, la femme, lorsque l'homme transmet à sa fille, par exemple, un chromosome X, la maman lui donne un autre chromosome X, puisque la fille a 2 chromosomes X. Il se fait que l'enfant est conductrice, la fille est conductrice, mais elle ne transmet pas. La fille est conductrice, elle peut transmettre la maladie, mais elle-même n'est pas malade, parce qu'elle est couverte par le 2e chromosome X qui est normal. Donc, on dit souvent que la fille est conductrice, mais que le garçon peut être malade s'il portait le chromosome. Donc c'est une maladie des garçons. Non, ce n'est pas forcément une maladie des garçons. C'est les femmes qui transmettent la maladie généralement, exactement, mais elles n'en souffrent pas. Elles n'en souffrent pas. Mais c'est là l'équivoque. Moi, je me dis, pourquoi la femme n'en souffre pas? Oui, c'est ça que j'expliquais. En fait, la femme ayant 2 chromosomes X, le second chromosome X compense en fait le déficit du premier. L'homme n'a qu'un seul chromosome X. Exactement. D'où la maladie s'exprime plus chez l'homme parce qu'il n'a qu'un chromosome X, le second étant le chromosome Y. C'est ça. Mais comment le parent qui a un enfant hémophile peut-il comment peut-il accompagner son enfant? Comment peut-il aider son enfant à vivre cette étape? Bon, le parent qui a un enfant hémophile, d'abord, au début, ils ne savent pas. D'abord, les premiers signes, peut-être, c'est quand l'enfant commence pas à marcher à 4 pattes. Quand l'enfant commence pas à marcher à 4 pattes, là, ce sont souvent des enfants qui commencent pas à marcher et très rapidement arrêtent de marcher. C'est-à-dire, ils commencent pas à faire des essais pour marcher à 4 pattes, mais le fait qu'il essaye, il tombe, il fait des hématomes parce que, en fait, cette maladie est caractérisée par un déficit d'un facteur spécifique qui, normalement, nous permet de coaguler le sang. Mais quand il n'y a pas ces facteurs-là, notamment le facteur 8 ou le facteur 9 dans notre organisme, ce qui se passe est que le sang ne coagule plus rapidement, le caillot n'arrive pas à bien se former. Conséquence, quand l'enfant est traumatisé grâce à sa marche à 4 pattes, il va faire des hématomes, c'est-à-dire il va saigner dans les articulations. Là, les parents souvent ignorent cette étape-là, mais très vite, un enfant qui commence pas à essayer de marcher arrête systématiquement de marcher. C'est possible si les parents commencent par l'observer. Peut-être il y a une augmentation de la taille du genou ou une augmentation de la taille du coude. Il faut vraiment y penser. D'autres fois, c'est les circonstances les plus fréquentes au Bénin, c'est lors de la circoncision. Pratiquement, comme l'a dit le parent dans l'élément qu'on a exactement. Suivi. Nous sommes dans un contexte où tous les parents circoncis, en fait, les garçons sont systématiquement circoncis. Donc, c'est souvent au cours de la circoncision parce que les parents ignorent les petits signes. On met ça sur le compte de son petit frère l'a tapé, son petit frère l'a poussé, ainsi de suite. Il faut directement amener l'enfant à l'hôpital. Il faut directement, normalement, amener l'enfant à l'hôpital. Donc, lors de la circoncision... Mais est-ce que le docteur qui a fait la circoncision ne peut pas remarquer que l'enfant est hémophile? Généralement, à Sion Gaba, les parents ne savent pas que l'enfant est hémophile, n'amène pas, pour les décisions, n'amène pas l'enfant chez le médecin. C'est comme l'a dit, le monsieur a amené l'enfant fait pour 5 000 dans le quartier, il n'a pas amené à l'hôpital. Exactement. La plupart du temps, les parents, ils vont vraiment au coin de la rue. Si c'est au village, c'est pire même, c'est à la maison. Les personnes qui circoncis viennent pour
séquencient tous les enfants dans la même période. Ouais. Donc, il n'y a aucune précaution avant. Les parents ne font pas des bilans pour savoir si les enfants coagulent bien leur sang ou pas. Ce qui devrait être fait, même parfois à Cotonou, surtout dans les centres de santé. Heureusement, aujourd'hui, la politique essaye de nettoyer un peu les petits centres de santé là, mais les gens amènent, parce qu'ils y croient. Dans ces centres de santé, il y a des personnes qui portent la blouse tout simplement, et donc ils amènent leurs enfants dans un centre de santé, mais qui ne prennent aucune précaution. Ils font les circoncisions, mais après, en fait, ce n'est pas que dès qu'on fait la circoncision, le saignement est cataclysmique. En fait, il y a un saignement, mais qui met sur le compte d'un saignement normal de circoncision. Mais en fait, le saignement persiste, puisque le caillot ne se forme pas. Donc, le saignement persiste dans le temps. Donc, après le premier pansement, deuxième pansement, ce pansement persiste toujours. Et ce saignement persiste. Et là, si l'infirmier ou bien en tout cas l'agent de santé qui a fait la circoncision est quand même un peu avisé, il réfère le patient. Mais par contre, par malchance pour nous, il y a des gens qui persistent, qui continuent de faire traîner les patients et on assiste à des décès. Mais est-ce qu'on peut prévenir les complications? Oui, ces complications, on peut les prévenir. La première chose, comme je dis, c'est que les parents doivent être attentifs déjà. Si dans la famille, la femme a ses frères qui ont eu un problème comme ça, dès qu'elle fait d'enfant, il faut qu'elle amène l'enfant à l'hôpital pour le dépistage. C'est très important et c'est justement le thème de la journée d'hémophilie de cette année. Il faut le dépistage précoce parce qu'aujourd'hui, nous avons les médicaments qui sont disponibles et qui peuvent nous permettre d'éviter les complications. À part le dépistage précoce et le suivi de l'enfant, donc dès qu'il est dépisté, l'enfant doit être suivi. Dès que l'enfant fait un syndrome et se blesse, parce que les enfants, ils tombent tout le temps, ils se blessent, ou bien parfois même c'est spontané, parce que quand ils ont 0% de facteurs dans leur organisme, ils peuvent saigner même spontanément. Il faut qu'on les amène à l'hôpital pour se faire suivre. D'accord? Merci beaucoup à vous, docteur Tatiana Baglo, pour toutes ces informations. Merci également à vous, Yasmine Damalta. Oui, merci Assou Gaba, mais je rappelle à nos téléspectateurs que déjà que l'enfant saigne et qu'il ne stoppe pas de saigner, c'est mieux directement de l'envoyer à l'hôpital pour savoir, puisqu'on ne sait jamais. Ça peut être un hémophile et ça peut conduire l'enfant à la mort. Donc, pour éviter cela, c'est mieux d'amener son enfant à l'hôpital. Merci pour les conseils, docteur Damata. À très bientôt. Merci pour ce surnom. Allez, juste pour vous taquiner. Allez, on continue avec vous, chers téléspectateurs. On va retrouver un autre docteur. Lui, il soigne beaucoup plus les cheveux. Ouais. C'est sur beauté au pluriel. Bienvenue dans notre salon de beauté. Aujourd'hui, nous allons vous aider à faire repousser vos cheveux ou peut-être même malgré votre alopécie à être toujours beau. Voilà, puisque ça concerne aussi les hommes. Voilà, vous comprenez tout simplement. Sur beauté au pluriel. Aujourd'hui, nous allons suivre le reportage et on revient en plateau pour retrouver Dr Nico. 11% des femmes africaines sont touchées par l'alopécie, selon le journal international de dermatologie. L'alopécie désigne la perte de cheveux. C'est un frein à l'évolution normale du cheveu. Plusieurs causes sont à l'origine de ces chutes. Pas besoin de s'inquiéter. La perte de cheveux est un phénomène totalement naturel qui fait partie intégrante de notre cycle de vie. Selon les spécialistes, une personne perd en moyenne entre 45 et 60 cheveux par jour. Les hommes sont aussi concernés par les problèmes de cheveux. Mais on comprend aisément que cela n'ait la même signification chez l'homme que la femme. L'alopécie est souvent assimilée à la virilité chez le sexe masculin. Le problème de l'alopécie date depuis la nuit des temps et affecte l'image et l'estime de soi. Il existe des traitements pour combattre ce mal. Plusieurs remèdes naturels sont proposés pour tout type de cheveux.
La chevelure est une arme de séduction chez la femme. Pouvoir conserver ses cheveux comme elle le souhaite, toutes les femmes le voudraient. Et pour atteindre cet objectif, les femmes africaines devraient redoubler d'efforts. Allez savoir pourquoi elles sont davantage affectées par des problèmes de chute de cheveux. Alors, merci beaucoup à vous, Rebecca, pour votre recommandation à la chute. Allez, on va savoir en réalité pourquoi est-ce que ces femmes-là souffrent d'alopécie et pourquoi les hommes également souffrent de calvitie et tout le reste. Bien, on verra tout ça avec le docteur Nico. Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir, Assion. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir. Je sais qu'il y a beaucoup de clients qui vous attendent dans votre atelier là-bas, mais vous êtes venu quand même pour le plaisir de nos chers téléspectateurs. Vraiment, nous vous en remercions. Bonsoir, Fulgencia Routondi. Bonsoir, Assioma. Merci de nous recevoir dans votre salon. C'est tout un plaisir pour nous. Allez, merci. On y est. Et ce soir, il est question donc de parler des techniques pour faire repousser les cheveux ou permettre quand même aux femmes, pourquoi pas, de camoufler. Comme d'habitude, elles le font souvent, les femmes. Non, mais pas comme d'habitude. Vous savez, le vendredi dernier, nous sommes intéressés à la perte de cheveux chez les dames. Oui. Aujourd'hui, nous revenons avec le docteur Nico. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Pour avoir des astuces, tout pour essayer de camoufler quand même la perte de cheveux, des astuces maison, surtout. Des astuces maison. Voilà. Ah, d'accord. Ben, j'attends de voir. Les dames, si vous êtes là, bien, tonton, si vous êtes là, dites à madame de venir suivre, tout simplement. De s'asseoir. Alors, vous avez compris. Le docteur Nico est là. Vous avez compris, chers amis téléspectateurs, asseyez-vous confortablement. Nous sommes là pour vous donner des astuces. Alors, docteur Nico, que faut-il faire pour vite faire repousser ses cheveux? Bon, avant de commencer, je vais vous surprendre un peu. Tout d'abord, il n'existe pas de remède miracle contre la chute. Ah oui? Pour faire repousser les cheveux, il n'existe pas en tant que tel. Le reste, bon, on fait avec. Mais pourquoi les coiffeurs nous disent, écoutez, quand vous perdez les cheveux, on peut quand même vous aider à faire repousser ses cheveux, on nous propose des techniques et tout ça. C'est les dames qui ont le temps, qui prennent tout le temps pour aller chez le coiffeur. C'est leurs cheveux qui réussissent. Par exemple, les dames qui sont tout le temps dans le bureau, marché, tout ça, ils n'arrivent pas. On n'arrive pas à les faire repousser. Parce qu'elles n'ont pas le temps. Elles ne peuvent pas aller chez le coiffeur. Même à la maison, on leur donne des recettes. Faites ça à la maison, elles n'ont pas le temps. Toujours, elles n'ont pas le temps. Donc, ça ne peut jamais repousser. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se donner une heure donnée pour prendre soin des cheveux. Prendre soin, c'est que les cheveux, c'est comme un bébé que tu viens de mettre au monde. Il faut prendre soin. Pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui va lui donner du lait? Non, c'est toi-même. Alors, dites-moi, il faut consacrer combien de temps pour prendre soin réellement de ses cheveux naturels? Au moins 1h30. 1 heure. Chez le coiffeur. Par jour? Non, pas par jour, au moins 2 fois dans la semaine. Dans la semaine. 2 fois? 2 fois dans la semaine. Chez le coiffeur. Chez le coiffeur. Non, mais est-ce à dire qu'à la maison, on ne peut pas prendre soin de ses cheveux? À la maison, on cheveux? peut, mais bon, moi je surprends toujours, parce que vous m'avez appelé docteur. Oui. Ouais, je surprends toujours. À la maison, docteur des cheveux. Recettes. On donne des recettes à la maison. Les recettes qu'on donne à la maison, c'est fait uniquement la nuit. Ok. Vous attachez tout le temps la tête, vous dormez. Le lendemain, vous lavez. Est-ce que vous savez que votre femme attache tout le temps les cheveux au lit? Je ne sais pas si parce que vous avez mettre les doigts dans les cheveux, c'est vous aussi, j'accuse aussi les hommes quelque part. Mais si c'est pour un traitement, il faut consacrer au moins les hommes ne comprennent pas. Ils veulent mettre tout le temps des doigts dans les cheveux de leurs femmes. C'est ça que moi je déplore. Alors, donc, cher monsieur, si vous voulez que votre femme ait en tout cas de très beaux cheveux, quand elle commence les traitements, là, il faut laisser les cheveux. Il faut les laisser. C'est mieux comme ça. C'est mieux. Parce que les femmes n'arrivent pas. Elles aussi, elles sont pressées, je ne sais pas pourquoi. Elles font ça 1, 2 fois.
Et puis on laisse. Mais est-ce que ce n'est pas parce que le résultat escompté ne vient pas tôt Elles sont comme pressées parce que ça vient. Je vais vous dire que avant de constater que ça pousse, c'est de 3 à 6 mois d'abord. D'abord. Ça peut aller au-delà? Oui, ça peut aller même à 2 ans. Oh là là. Pour constater que les cheveux sont en train de repousser. Oui, c'est comme ça. Mais si on connaît la cause, la chute des cheveux, vous les avez cités ici vendredi dernier, on peut quand même trouver facilement aussi la solution. Oh, je vous dis que même si on connaît la cause, c'est la vérité, je vous dis. On n'arrive pas, ça n'arrive pas, on n'arrive pas à réussir. Ok, alors docteur, donnez-nous quand même des astuces. Oh, des astuces, vous voyez, si vous arrivez dans un restaurant, vous voyez les celliers là, et ce qu'on prend pour si ton repas n'est pas trop salé, tu veux mettre du sel là. Oui, vous voyez, il y a un produit comme ça qu'on vend avec son oxygéné, mais ça se vend en Europe, ce n'est pas ici. Et ça dépend de la couleur. Si c'est le noir, si vos cheveux sont noirs, ou c'est brun, ou c'est blanc, ou c'est... Il faut le choisir en fonction de son type de cheveux et la couleur. Voilà. Tu fais comme si tu mets du sel dans ton manger, quoi. Dans la partie qui est dégarnie, là. Et tu prends de l'oxygène pour asperger un peu. Vous sortez, personne ne saura. Que vous avez perdu les cheveux? Jamais. Ah oui. Mais c'est pour une journée. Hein. Voilà. C'est pour une journée. Le lendemain, vous recommencez. C'est un camouflage. C'est un camouflage. Mais c'est difficile de remarquer. Ou carrément pour les dames ou les hommes qui ont un peu les moyens. Les moyens, oui. Oui. Il y a ce qu'on appelle des implants. Ah là, c'est pas au Bénin ici. Hein. Il faut aller à l'extérieur. Il faut aller à l'extérieur. Ça ne se fait pas ici. Et ça va coûter cher quand même. Oui, c'est ça. Il dit les hommes, les femmes qui ont ça. C'est des implants. Vous arrivez, tous les cheveux de votre nuque, ils enlèvent ça pour placer ça là où vous n'avez pas de cheveux. Donc on enlève la partie où il y a assez de cheveux pour les repousser après. Pour les repousser, pour les placer. Et ça repousse normalement comme si ce sont vos propres cheveux. Mais docteur, ça repousse après? Ça repousse après, tu les coupes. Tu les coupes. Et ça repousse. Mais il faut dire, docteur, qu'il y a des astuces fait maison. Dans notre cuisine, il y a de ces produits qu'on utilise. On peut les utiliser pour ne pas aller dépenser si tant pour faire un greffage et tout. Il y a l'oignon, par exemple, l'huile d'olive et tout. Tout ça là, c'est nous on dit ça. Ça peut pousser si l'homme a le temps. Ok. Si vous n'avez pas le temps, vous êtes toujours pressé. Comme on dit, les Ghanéens fabriquent des produits, ça pousse. Oui. Non, excusez-moi les coiffeurs. On se connaît. Parce que nous, c'est nous-mêmes, on vend. On vend. Moi-même, je vends des trucs tout à l'heure, là. C'est chez moi, là. Si je dis, c'est sur 3 mois, la dame vient 2 semaines, tu ne la vois plus. Et les cheveux vont pousser comment? Tu lui donnes, il faut faire ça à la maison. Elle n'arrive pas à faire. Ou bien elle t'appelle pour dire, j'ai oublié, je ne sais pas où j'ai déposé. Donc, que faut-il faire alors? Il faut aller chez un coiffeur? Il faut venir tout à genoux. Ok. Là, vous êtes sûr que c'est appliqué en fait? C'est appliqué. Et on signe même des fois. Je vous donne 3 mois, je vous donne 6 mois. Chez vous, quel est le traitement que vous proposez par exemple à ces clientes-là qui souffrent de l'alpocie? Le bain d'huile. Des fois, le bain de crème. Entre les deux. Mais je sais ce que je mets. Parce que mon secret, je ne peux pas dévoiler ça ici. Donc je sais, tu viens chez moi, j'ai mes casques à vapeur. Et sans casque à vapeur, tu ne vaux rien. Toi, le coiffeur. Et à la maison, on ne peut pas le faire? Non, à la maison, c'est pour ça qu'il faut attacher la tête. Alors, parce qu'il n'y a pas de casque à vapeur à la maison. Alors, il y a une question qui nous vient tout droit de la régie là-bas. Oui. On demande de demander au docteur les marchands qui vendent à Tokpa et qui chantent Dark Poyo, quoi, tout ce reste là. Est-ce qu'il faut se fier? Tout le monde cherche de l'argent. On cherche l'argent.
Moi, je suis le président de la fédération de l'hygiène corporelle. Normalement, la dernière fois, on avait fait une réunion qu'on doit tous les embarquer quelque part parce que c'est de l'anarque. Ça ne pousse pas. C'est moi qui vous dis ça. Mais parfois, on constate qu'il y a des cheveux qui Pour reviennent. ça, je dis, vous allez constater, mais je vous donne un mois. Ça repart. Repart. Complètement. Plus qu'avant. Essayez. Si vous avez quelque chose chez vous là, essayez ça, vous allez voir. Oui. C'est un faux truc. C'est moi qui le dis. Vous assumez. J'assume. Je connais tout ça là. Donc c'est faux et donc vous utilisez vous beaucoup plus les huiles, vous faites des bains d'huile pour les cheveux et tout. C'est des extraits de produits naturels, c'est ça? Oui, c'est des extraits de produits naturels. Donc quelqu'un qui a une... c'est pas... Voilà. J'ai vu des cheveux tout à l'heure, donc quand vous avez des produits comme ça, vous mettez les feuilles, de l'huile, tout ça, vous mélangez. On écrase et puis on met sur la cure. C'est ça. Oui, c'est ça que je vous dis tout à l'heure. Oui. Je peux vous faire ça. Vous arrivez à la maison. Vous faites une ou deux. Et vous laissez. Vous laissez. Vous pensez que ça va marcher? Des fois, ça pousse. Mais d'ici quelques temps, vous ne voyez plus rien. Parce que, je vous l'ai dit, il n'existe pas de remède miracle. Donc quand ça pousse, vous changez de technique après? On change de technique après. Mais ça pour maintenir. Quand c'est parti là, pour faire reposer, c'est tout un problème. C'est difficile. Ça n'existe pas. Et ça dit qu'il n'y a pas de traitement efficace? Non, il y a des traitements, mais c'est les dermatos qui prescrivent surtout aussi, ceux qui ont ça aussi, qui prescrivent. Donc les dermatos aussi interviennent également dans la repousse des cheveux. Il n'y a pas que les coiffeurs qui peuvent le faire. Donc quand ça dépasse un peu, votre expertise, vous envoyez les clients là-bas. Mais nous, on camoufle. Ou on fait des rajouts pour camoufler. Pour camoufler. Et donc c'est mieux quand on n'a plus les cheveux de mettre les perruques et tout ça. Quand on n'a plus les cheveux, en tant qu'un homme, il faut te raser la tête, comme moi. Et je vais vous donner un exemple. Il y a un Coréen là, il a un grand restaurant ici, à Cotonou ici, un Coréen. Tout le monde le connaît. Tous les chauves, même les dames. Et il a fait venir un produit miraculeux. Une semaine, vous voyez que ça pousse. Dans 2 mois, vous ne voyez plus rien. Lui-même, il est chauve. Mais il donne quand même des produits pour que les cheveux reviennent. Maintenant, il a cessé de faire maintenant. C'est fini. Il dit qu'il ne fait plus. Il ne fait plus. Donc, on comprend tout simplement, docteur, que c'est difficile, vraiment compliqué de faire repousser les cheveux. Maintenant, quand on décide tout simplement d'y aller, malgré les difficultés, s'il faut beaucoup plus être concentré, assidu dans le traitement et à chaque fois également changer de technique, pour maintenir. Merci beaucoup à vous, docteur. Merci beaucoup à Sio, mais on retient qu'il y a quand même des techniques pour camoufler et pour prendre soin de ses cheveux. Oui. Mais pour camoufler. Oui. Merci beaucoup à vous, à très bientôt. Nous allons retrouver un jeune béninois qui apporte une solution qui vous permet tout simplement d'utiliser du charbon à la cuisine sans nuire à l'environnement. Comment est-ce possible? Vous posez la question. Réponse, je suis l'expert. Allez, merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous retrouver avec l'expert de ce grand rendez-vous qui nous propose une solution respectueuse de l'environnement. Vous avez l'habitude d'utiliser bien sûr du charbon dans votre cuisine et les environnementalistes vous diront que ça nuit gravement à l'environnement parce que ça coupe les grands arbres et en même temps, quand vous l'utilisez, ça fume. Ça envoie de la fumée dans l'environnement, comme ça nuit doublement, je dirais même, à l'environnement. Et donc, une solution toute trouvée de Paco Roland Adjovi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de venir nous parler de cette solution que vous avez trouvée. C'est avec plaisir. Allez, merci à vous. Quand vous parlez de charbon sans fumée, c'est quoi? Comment c'est fait? Où avez-vous trouvé cette solution?
Bon, je vous remercie, je remercie les téléspectateurs aussi de nous suivre. Et le charbon bio, c'est un charbon écologique d'abord. C'est fabriqué à base des feuilles de maïs, des feuilles de paille et des peaux de banane, des épluchures de manioc. Ces différentes matières premières que je viens de citer tantôt, chaque matière a son charbon. Ce n'est pas qu'on fait le mélange de toutes les matières premières. Ah, d'accord. Oui, voilà. Donc il y a donc un charbon avec la feuille de maïs, et l'autre avec les feuilles de paille, ainsi de suite. Donc voilà. C'est vrai que cette solution, elle existe déjà dans d'autres pays de la sous-région, mais pas encore au Bénin. Donc nous avons décidé de ramener ça au Bénin parce que c'est une très bonne solution qui nous empêche de tomber malade, parce que avec la fumée que donne le charbon de bois, cette solution-là règle cela. Et la solution principale d'ailleurs pour laquelle nous avons sorti le charbon écologique bio, c'est essentiellement pour lutter contre la déforestation. La coupure des arbres, ce qui entraîne les changements climatiques auxquels nous sommes confrontés ces années. Là, vous êtes en train de fabriquer ce charbon-là, c'est ça? Non, ça, ce sont les confrères de Cameroun. De Cameroun? Oui, ce sont nos confrères de Cameroun. Donc, c'est pratiquement la même technique? Oui, c'est pourquoi je disais que c'est déjà dans la sous-région. Ok. Oui. Alors, vous avez apporté un sachet. Vous me permettez de l'ouvrir? Oui, allez-y. Vous me permettez, d'accord. Donc, on va l'ouvrir, voir ce qu'il y a dedans. C'est du charbon, hein? Ça, ce n'est pas dans les sacs de jute, mais plutôt dans des papiers. Parce qu'on parle de bio. De bio. Voilà. Donc, il faut respecter l'environnement partout, même dans l'emballage. Voilà. Du début jusqu'à la fin. Je vois. Et donc, c'est ça? Eh bien, c'est ça, c'est le charbon. Ça, là, c'est fait à base de feuilles de maïs. Feuilles de maïs? Oui, ça, c'est fait à base de feuilles de maïs. Mais disons que même avec les autres feuilles aussi, la couleur demeure la même d'ailleurs. Donc c'est ça le charbon? Oui, voilà le charbon bio, un charbon très efficace. Ça ne fume pas, ça ne noircit pas le dessous des marmites et ça cuit vite les aliments. Donc c'est vraiment un charbon miracle, je vais dire. Un charbon miracle. Oui. Et donc, vous utilisez les feuilles de maïs, de paille, les épluchures de manioc également, et les peaux de banane également. Ah bon? Oui. Pour faire du charbon écologique. Du charbon écologique qui tout simplement respecte l'environnement, qui ne fume pas et qui permet surtout d'arrêter la déforestation. Parce que ça coupe les grands arbres quand on fabrique du charbon. Du charbon. Et pour parler un peu de la déforestation, vous constatez avec moi que actuellement, on n'a plus de forêt qui résiste à l'homme. Donc, il y a une très forte chaleur actuellement qui s'abat sur tout le monde. On se plaint. Alors, quelle solution il faut apporter pour que le charbon de bois et les bois de chauffe également puissent diminuer un peu et laisser place, n'est-ce pas, aux solutions énergétiques que nous avons sorties. Voilà, donc actuellement, nous sommes les seuls pratiquement sur le territoire national et nous sommes en train de nous battre pour que la population béninoise puisse l'adopter. Oui. Il faut également vulgariser la connaissance, surtout la disponibilité de produits pour que les Béninois puissent réellement l'adopter dans leur cuisine. Bien sûr, parce que il faut que chaque Béninois sache que ce charbon, nous devons l'utiliser d'abord pour préserver l'environnement. Et l'autre chose que je n'ai pas dit, c'est que, vous savez, les fumées que les charbons de bois donnent, ça tue près de 600 000 femmes par an en Afrique. Mais on ne le sait pas souvent. Les études ont démontré cela. Alors qu'avec ça, il n'y a pas de fumée. Donc ça règle un problème de santé également. Vous voyez, et tout le temps acheter les éponges en fer là, pour laver tout le temps les dessous, les cantécans, pour laver les dessous des marmites. Il faut aussi éviter ça.
et ça ne fume pas. Alors, est-ce qu'on l'utilise de la même manière que l'autre C'est exactement de la même manière, sauf que ici, pour l'allumer, il ne faut pas mettre du pétrole ni des sachets. Pas du tout. Comment on l'allume alors? Vous utilisez nos feux là, nos feux papier ou carrément les cartons. On peut utiliser quoi les belles? Non, non plus. Non plus? Non plus, parce que c'est toxique. Vous comprenez? Tout ce qui est toxique, on ne l'utilise pas. Le pétrole, les sachets, les baies, il faut arrêter avec ça. C'est uniquement avec la feuille. Avec la feuille. Et ou du carton. Et vous l'allumez, en quelques secondes, vous allez voir que c'est déjà tout rouge. Donc, c'est pour vous dire que vous n'allez pas trop perdre de temps. Oui, mais on constate également que ce sont quand même de gros morceaux, ces morceaux de charbon. Oui. Est-ce que déjà avec 2 morceaux, on peut préparer déjà ou bien il faut quand même une bonne quantité? Non, pas une bonne quantité. Ouais. Avec, par exemple, nous appelons ça des briquettes. Voilà. Ouais, donc, avec 5 à 6 briquettes, vous avez déjà votre riz prêt. Et peut-être vous allez chauffer votre sauce ou faites autre chose après. OK. C'est son aspect économique. Économique. Oui. Donc, vous pensez également que c'est économique, on n'utilisera pas beaucoup? Non. Et c'est très efficace aussi pour faire la braise des poissons, des viandes. Vous savez qu'avec le charbon de bois, et quand on braise, ça devient noir. Or, avec ça, vous n'aurez pas ça. Vous aurez votre poisson intact, mais très bien fait. Très bien fait. Oui. Charbon respectueux de l'environnement. Et là, je pense que c'est une chose. Est-ce que vous vous êtes rapproché déjà du ministère de l'Environnement pour qu'on puisse voir comment développer cela au Bénin et permettre aux Béninois de l'avoir? Et bon, pour l'instant, nous sommes en train de faire notre petit bonhomme de chemin. Nous n'avions pas encore fait toutes ces démarches, mais c'est en cours parce que, vous savez, l'administration, il faut des procédures, vous voyez. Donc, nous sommes en train de nous battre pour que cela puisse, et pour que nos gouvernants puissent s'intéresser à ce projet. C'est un projet porteur et très bien pour les Béninois parce qu'un charbon, vous voyez, vous allez à Parakou, vous descendez du nord jusqu'à Alada, au bord de la voie, c'est que du charbon de bois. Charbon de bois. Ah ben, il y a beaucoup d'arbres qui ont été abattus. Alors qu'il y a plein de feuilles également qui sont là, qui sont utilisées pour faire ça, parce que les gens, ces feuilles-là, ils n'utilisent pratiquement pas, ils brûlent ou bien ils jettent. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une technique auquel il faut les initier? Fabricants de charbon de bois. Et bien sûr, et nous sommes disponibles à former quiconque qui veut savoir comment on fabrique parce que c'est pour le développement aussi de notre pays et pourquoi emmagasiner ça seulement à notre niveau. La formation sera élargie. Et si nous avons bien sûr les autorités qui nous accompagnent dans ce sens. Dans ce sens-là. Oui. Vraiment, merci beaucoup à vous, Paco, d'être venu sur ce plateau. Paco Madiovi, merci beaucoup à vous et bien des choses également à tous vos collègues, tous ceux-là qui vous accompagnent dans la production de ce. J'attends vivement que vous lanciez peut-être des séances de formation, initier les fabricants de charbon ici au Bénin en production de charbon écologique. Je pense que ça va beaucoup marcher. Merci beaucoup à vous. C'est à moi de vous remercier. Et à très bientôt. Ah oui, il est l'heure bien sûr d'aller retrouver Estelle Pazou dans la rédaction de BB24. Elle nous y attend. Il est 19h45. C'est le journal. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer 2 concepts importants, le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil du temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça?
Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Elle est pour certains un outil de travail. Aujourd'hui, Journée mondiale de la voix, on s'intéresse à ces personnes qui n'existent et qui ne vivent que par leur voix. Le 16 avril, c'est aussi la Journée mondiale contre l'esclavage des enfants. La direction du travail monte au créneau et sensibilise avant la répression. Et puis, le taux de participation au baccalauréat baisse depuis 2016 au Bénin. Une situation qui serait due aux réformes pour assainir le secteur de l'éducation. On en parle dans un instant. Ils font plus usage de leur voix que toute autre chose. Ils sont chanteurs, journalistes, poètes ou encore orateurs. Ce 16 avril, la communauté internationale rend hommage à tous ceux qui donnent de la voix et de leur voix pour un monde de paix. À l'occasion, quelques personnes qui se servent de leur voix presque au quotidien nous parlent de son importance dans leur métier. Louis Koudogbo, Patrick Adiagoudjou. L'économie béninoise ces 3 dernières années, dégradation statu quo ou meilleur visage. Une voix forte, timbrée et unique, sans doute. Les décideurs publics y vont de leur lecture d'ici 25 minutes dans Jeudi Économie, notre dossier du jour. Premier instrument de travail pour Deo Gracias, instrument avec lequel il arrive à capter l'attention de ses auditeurs. On ne demande pas aux gens d'avoir une voix extraordinaire forcément. Quand la voix est belle, quand l'intonation est là, quand la diction est en place, évidemment, je parlais de confort d'écoute de ceux qui nous écoutent. Il faut pouvoir assurer ce confort aux auditeurs. L'objectif du programme est d'améliorer la voix, un son émis par la vibration des cordes vocales et qui diffère d'un individu à un autre. Il a été placé en garde à vue et devra apparaître devant l'un des tribunaux londoniens. On en parle dans le journal et bien évidemment ce sera à 19h45. Alors on va continuer avec vous chers téléspectateurs, sinon nous allons ouvrir les plateaux et on commence en beauté, par beauté au pluriel. Si les voix sont différentes, c'est simplement parce que nous n'avons pas la même poitrine, nous n'avons pas les mêmes capacités en termes d'alvéoles pulmonaires, puisque ce sont les alvéoles qui récupèrent l'air avant de le renvoyer. Nous n'avons pas le même larynx. La voix reçoit plusieurs qualificatifs selon le rôle que l'individu l'amène à jouer. T'es ma plus belle erreur, ma plus belle histoire. Embrasse-moi comme tu sais le faire. Cette voix, je la nourris en chantant chaque jour, en l'aiguisant d'une manière ou d'une autre. Mi fankman wa akpan glacé, akpan ni wa soukle ni peme, akpan vivi manu choboku, adova monon ikuto-me. En réalité, le même instrument qui sert à parler, c'est ce même instrument qui sert à chanter. C'est le cas de la musique. La voix est comme la tête pour notre musique. Et donc, sans la voix, nous ne pouvons pas vendre cette musique que nous faisons. Pour éviter d'avoir une voix qui tremble, s'altère et essoufflée, il y a bien des astuces et des interdits. Moi, pour entretenir ma voix, je me garde de bavader. Le chanteur ne bavade pas, le chanteur parle. Parce qu'en bavardant, c'est-à-dire en abusant de nos cordes vocales, il est clair que nos cordes vocales vont se fatiguer. Je ne bois pas de boissons fraîches, je ne suis pas accro aux boissons fraîches, je m'en méfie. Je prends beaucoup de miel. J'essaye pour le reste de travailler la voix, ça se travaille aussi. C'est la diction, la maîtrise du souffle aussi. Un timbre de voix qui séduit
est un atout peut-être, mais cela nécessite la gestion du souffle et une bonne articulation. Journalistes, chanteurs, orateurs, leur métier au bout de leur voix. Le 16 avril de chaque année, c'est également la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. Elle a été instituée en 1995 après la mort d'un jeune Pakistanais de 12 ans qui avait tenté de dénoncer les mauvais traitements subis. Et même si les enfants esclaves n'existent pas au Bénin, Raymond Zoumonton, directeur d'un homme du travail, explique et sensibilise sur les méfaits des autres formes d'exploitation des enfants. Il est au micro de Amitié Sabidi et Nadège Sonné. Tout le monde doit comprendre que les enfants constituent l'avenir du pays. Personne ne peut devenir grand s'il a une enfance brisée. Et donc, le fait d'utiliser les enfants, le fait de les exploiter, le fait de les priver de leurs droits constitue une atteinte grave pour le développement de la nation. Les enfants qui sont placés auprès de tierces personnes, auprès de certains ménages, que ces enfants également ont droit à la vie, ils ont droit au minimum pour se développer, pour amusement, etc., etc. Donc, si chacun de nous comprend la logique, je pense que ça va disparaître de lui-même. Il ne sert à rien d'utiliser les enfants pour gagner de l'argent. C'est une pratique qui n'est pas moralement acceptable. Et donc, puisque la loi prévoit qu'il faut combattre cela, nous nous sommes engagés pour les combattre. Donc, il faut que chacun soit conscient de ça, parce que dès que nous allons démarrer l'opération répression, ce sera sans pitié, malheureusement. Depuis 2016, la baisse des candidats au baccalauréat s'accentue. Cette année non plus n'a pas dérogé à cette tendance. Un constat qui s'explique par les nombreuses réformes engagées dans le secteur de l'éducation au Bénin pour l'assainir et éviter les échecs massifs. Amitié Sabidi, Rebecca Adjinankou et Ulvaeus Balogun ont cherché à comprendre. Voici ce qu'ils nous rapportent. Selon les chiffres de la période allant de 2014 à 2018, on constate une baisse sensible du nombre de candidats se présentant au baccalauréat chaque année. Cette tendance s'est accentuée cette année encore avec une baisse de 6 482 candidats, soit un taux de moins de 6,08%. Certains pourraient croire que c'est une désaffection. Non, c'est un assainissement. Les candidats, les parents des candidats ont pris conscience qu'il ne faut pas aller au baccalauréat pour tenter sa chance. Ce n'est pas la loterie, c'est une compétition qui donne droit à l'entrée dans les universités pour faire des études supérieures. Nous avons, depuis quelques années, dit que le baccalauréat se prépare depuis la 3e, et pourquoi pas même depuis la 6e. Et donc on n'y va pas quand on n'est pas prêt. Cela s'explique également par les réformes engagées dans le secteur de l'enseignement secondaire. Des réformes qui assainissent désormais la participation à l'examen du baccalauréat. Il y a un arrêté interministériel en bonne et due forme qui fixe les conditions pour aller au baccalauréat en passant par les classes. Si vous sautez des classes, c'est que vous sautez des programmes. Vous sautez des savoir-faire et des savoir-être. Et lorsque vous sautez comme ça, à l'université, vous aurez des difficultés à avoir votre parchemin. Une tendance baissière qui n'a aucun impact sur le déroulé de l'examen de fin d'année. Certains croient que, bon, puisque la tendance est baissière, on doit fermer, on doit... non, c'est qualitatif. C'est vrai, sur le plan des classes, nous avons fermé certains centres. Mais c'est pour une sélection, pour mieux faire, pour rationaliser aussi les moyens qui sont mis à notre disposition. Par contre, nous avons ouvert, pas beaucoup de centres, 3 centres, pour effectivement rapprocher les candidats de ces centres qui ont des infrastructures beaucoup plus viables. Au nombre de ces nouveaux centres qui seront ouverts pour améliorer le cadre de composition des candidats figurent 2 centres publics à Kromicité et à Tiémé et un centre privé.
Nous sommes obligés de faire avec le public et en même temps avec le privé, avec les confessionnels pour que ceux-ci aussi soient encouragés. Donc, ce n'est pas au vu des beaux yeux des chefs d'établissement que les centres sont ouverts, mais il y a des critères. En attendant la session de juin prochain pour les compositions, l'Office du baccalauréat s'active pour un examen effectif. On prend la direction de la Côte d'Ivoire qui ambitionne de mobiliser 1658 milliards de francs CFA pour des investissements dans le domaine de la santé sur la période 2020-2024. C'est l'un des principaux objectifs du dialogue national sur le financement de la santé. Organisé par le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, cet événement vise à faire un plaidoyer auprès de toutes les parties prenantes du secteur de la santé en vue de mobiliser des ressources, notamment domestiques, pour un financement accru et pérenne de la santé. Ceci afin de tendre vers la couverture sanitaire universelle en Côte d'Ivoire. Le Sénégal est présenté comme un modèle pour l'industrie semencière. Selon le rapport Access to Seed, le pays peut inspirer les autres entreprises de la région à travers Tropicasem. Ceci dans un contexte où la majorité des petits exploitants ouest-africains ne sont pas touchés par l'industrie de semences. Le reportage de Saliou Sek de la RTS. C'est une étape très importante pour la mise en œuvre du partenariat pour la recherche, l'éducation et le développement agricole en Afrique de l'Ouest, un programme qui devrait permettre au Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole de jouer pleinement son rôle. L'objectif de ce programme réellement, c'est de renforcer la capacité institutionnelle du CORAF pour que nous puissions continuer à jouer notre rôle de coordinateur de la recherche et développement. Outre le renforcement institutionnel du CORAF, le PERED vise à mettre à l'échelle des technologies développées par le CORAF en collaboration avec les institutions nationales et internationales. Ce programme va nous permettre de mettre les technologies à échelle pour que nous ayons une adoption qui permette à nos paysans d'améliorer la productivité de l'agriculture. À travers cette réunion, le CORAF entend mobiliser les partenaires pour la réussite du programme. Nous accordons une importance majeure aux activités de soutien du PARED, aux programmes nationaux, notamment ce programme de mise à l'échelle de la production et de l'approvisionnement en semences de qualité des variétés végétales améliorées. Il est attendu de cette réunion de 2 jours la connaissance et l'adhésion des partenaires régionaux au concept du programme. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à vous de l'avoir présenté, Estelle Pazou. Rendez-vous quand déjà? Vendredi, vous serez là? Rendez-vous le lundi. Le lundi, hein? Oui, le lundi, c'est le grand rendez-vous. Merci beaucoup à vous et très très bonne soirée. Hein? Bon appétit aussi. Merci à surtout pas. Allez, on continue avec vous, hein, chers téléspectateurs. Nous allons à présent faire un clin d'œil aux enfants, à l'instar bien sûr du monde entier aujourd'hui. On va tout de suite sur Autant Savoir. On verra aujourd'hui sur Autant Savoir les aspects que prend bien sûr l'esclavage des enfants dans le monde et particulièrement où en est le Bénin dans cette lutte. On verra tout ça tout à l'heure avec l'invité de Agnès Bello et pourquoi pas après cet élément. J'ai 13 ans. Je vends parce qu'il est à grève. C'est pourtant un lundi, jour ouvrable où les enfants sont supposés être à l'école. Ici, au marché d'Antokba, l'un des plus grands marchés du Bénin, l'exploitation des enfants s'observe le plus facilement possible. Le travail des enfants, un phénomène mondial qui prend de l'ampleur, mais encore plus au Bénin. Actuellement, on dénombre 152 millions d'enfants astreints au travail des enfants dans le monde entier, dont 64 millions
de filles et 88 millions de garçons. Ça, c'est la statistique au niveau mondial. Au Bénin, en 2008, 34% des enfants étaient astreints au travail des enfants. Et ce taux a évolué négativement. Et l'INSAE a réalisé une enquête dénommée enquête Miss qui a révélé que 52,5% des enfants sont également astreints au travail des enfants en 2014. Pourtant, le Bénin a ratifié les conventions 138, 182 et 105 de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, respectivement sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, sur les pires formes de travail des enfants et au travail forcé. Dans le même contexte, au plan national, se retrouve un arsenal juridique non négligeable. Au plan national, nous avons une panoplie de textes. Nous avons déjà le Code de l'enfant qui a réglementé, qui a régi la question du travail de l'enfant. Nous avons également le Code du travail. En cette disposition, en son article 66, par exemple, qui stipule que l'une ne peut être apprentie s'il n'est âgé de plus de 14 ans révolus et l'une ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé lui-même de plus de 25 ans. À partir de l'âge minimum pour aller à l'école, jusqu'au CM2 au moins, les enfants doivent être scolarisés. Il est important de rappeler que depuis l'avènement de la Convention relative aux droits de l'enfant, puis de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, l'enfant est passé d'un statut d'être de soumission à celui d'un sujet de droit. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dit-on. Au petit enfant, donnez un petit livre. Oui, merci beaucoup à Christelle pour la réalisation de ce documentaire dont on a suivi un extrait qui illustre bien le sujet de ce soir sur Autant Savoir. Nous parlons bien sûr de l'esclavage des enfants. C'est la journée de lutte contre l'esclavage des enfants. L'état des lieux au Bénin, on verra tout ça dans un instant avec M. Glory Syriac-Rossou. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Bonsoir Agnat Onifadebelo. Bonsoir Hassim Gaba, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le jaune et le noir qui gagnent ce soir. Si vous le dites, c'est des couleurs vives pour pouvoir dire à tous ces enfants-là qui sont peut-être en situation d'esclavage que nous sommes avec eux. Ah oui, ça c'est vrai. Les enfants aiment également la couleur jaune. Oui, ils se sentent à l'aise, apaisés, ils sont beaucoup plus vifs. Plus vifs. Allez, on parle bien sûr de l'esclavage des enfants. On se pose la question de savoir quel est l'état des lieux au Bénin. Oui, Hassim Gaba, aujourd'hui, vous le savez, vous l'avez dit vous-même, c'est la journée de lutte contre l'esclavage des enfants dans le monde. Et il faut rappeler que cette journée a été instituée en 1995 après la mort d'un jeune Pakistanais de 12 ans qui avait tenté de dénoncer les mauvais traitements subis depuis qu'il avait été vendu pour rembourser une dette familiale. Tenez-vous bien, il a été vendu pour rembourser une dette familiale. Et après cette annonce, le monde entier a été choqué par l'annonce, et c'est de là qu'on a initié cette journée. On reçoit sur ce plateau Glory Syriac-Rossou, il est membre d'Amnesty Bénin. Déjà, moi, je veux vous dire, j'aimerais avoir votre avis. Quand vous entendez un enfant pareil de 12 ans qui dit avoir été vendu pour rembourser une dette familiale, qu'est-ce que vous ressentez? C'est choquant. C'est choquant de voir à quel point l'humanité est en train de regresser. Parce que c'est tout ce à quoi nous avons fait dos à la fin des deux guerres mondiales, où nous avons décidé, n'est-ce pas, d'adopter ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme aujourd'hui, qui reconnaît un certain nombre de droits humains à tous les êtres humains sans distinction. C'est également ce à quoi on a fait dos quand on a adopté les deux pactes, le pacte sur les droits civils et politiques et le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui reconnaissent sans distinction le droit de tout être humain à la vie, à la santé, à l'éducation. Alors, cela se passait en 1995. Aujourd'hui, nous sommes en l'an 2019. Est-ce que vous avez l'impression que la situation de ces enfants esclaves a évolué? Alors, je ne dirais pas que ça n'a pas évolué, parce que depuis lors, il y a toute une série de tests qui a été pris au niveau, même à l'international déjà, et après au niveau étatique, c'est-à-dire au sein des États. Vous voyez, quand on parle de l'international, vous avez tout à l'heure dans votre élément, vous avez parlé de la Convention des Nations Unies qui protège et promeut les droits de l'enfant. Et également au plan africain,
parce que la Convention des Nations Unies, c'est au plan international. Vous voyez, quand on vient au plan africain, on a notre charte qu'on appelle la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, qui vient également réaffirmer tous les principes en matière de protection et en matière de promotion des droits des enfants. Et donc, quand on a ces instruments-là au plan international, au plan régional, il faudrait normalement implémenter ces instruments au plan local, au plan national. Et donc, au plan national également, on a toute une série de tests, d'instruments juridiques qui protègent et promeuvent les droits des enfants. Vous voyez, vous avez parlé dans votre élément du Code de l'enfant, qui est le cheminement d'un long plaidoyer qui a abouti en 2015 à l'adoption par le Parlement d'un code qui vient réaffirmer tous les principes en matière de protection, et de promotion des droits de l'enfant. Bien avant ce texte, bien avant le Code de l'enfant, il y avait des dispositions beaucoup plus éparses dans les instruments au plan national, dans lesquels on pouvait aller puiser les droits de l'enfant. Et donc, quand on a cet instrument, quand on a cet arsenal juridiquement beaucoup plus, c'est contraignant vis-à-vis des États. Et donc, quand on a tout cet arsenal-là juridique, on se demande qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? À quel moment on a fauté à ce moment-là? On a fauté, vraiment ça. Mais là, moi, je me retrouve au milieu de trois concepts. On parle de travail des enfants, on parle d'esclavage des enfants. Au Bénin, on parle de vidéomégon. On parle de traite des enfants aussi. Traite des enfants. Est-ce que c'est le thème approprié? C'est la même signification. C'est quoi en réalité? Alors moi, je pense déjà qu'il faut peut-être faire une clarification conceptuelle. Ouais. Voilà. Alors quand on parle d'enfant, c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans. Ça, c'est les conventions qui le disent, c'est notre arsenal juridique également qui le dit. Voilà. Alors quand on parle de l'esclavage, c'est la situation de cette personne-là qui vit en absence de liberté. C'est-à-dire, la personne vit dans des conditions où il n'a pas la liberté de faire ce qu'elle veut. Voyez? Et également, il y a la personne qui vit sous la contrainte permanente de quelqu'un. Voyez? Donc, il y a cet homme-là, ou cette femme-là, qui exerce la contrainte sur la personne qui déjà est sous la contrainte et vit en absence de toute liberté. Et donc, quand vous avez cette condition-là, vous demandez l'esclavage. Est-ce qu'on doit continuer de voir l'esclavage sous le prisme qu'on voyait l'esclavage par le passé, où on voit des... Oui, où il fallait vendre des gens, où on voit des hommes, des femmes enchaînés, alignés l'un derrière l'autre, en train de faire des travaux champêtres et tout. Ça a évolué désormais. Donc aujourd'hui, nous avons des esclaves sans chaîne. Oui, qui ont peut-être d'autres chaînes. C'est clair, c'est clair. La chaîne n'est plus apparente aujourd'hui. Ouais. C'est une chaîne physique, mais c'est beaucoup plus psychologique. C'est ça. C'est mental. C'est mental. Et moi, j'aime bien votre élément. Tout à l'heure, vous avez dit également dans votre lancement que l'un des problèmes qui favorise l'éclosion de ce phénomène aujourd'hui, c'est la pauvreté. Oui. La pauvreté également et l'absence, la non-jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par les différents ayants droit. Alors, quel est l'aspect ou le concept lié à l'esclavage des enfants qui est le plus remarqué au Bénin aujourd'hui? Alors, on va dire que c'est beaucoup plus le concept de l'exploitation économique des enfants. D'accord. Vous voyez, on met l'enfant, on place l'enfant chez quelqu'un et ça rémunère de l'argent à la fin du mois. C'est-à-dire, l'enfant quitte le village pour la ville, doit rester chez quelqu'un. Alors que quand on prend le code de l'enfant, le code de l'enfant n'interdit pas le phénomène vidéomégon. Mais le code de l'enfant dit ceci. Quand vous envoyez l'enfant chez un tuteur ou une tutrice à Cotonou ou en ville ou au village, il faut que cette personne-là s'assure de ce que l'enfant va à l'école. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les enfants ne vont pas à l'école. Et là, moi, je me répète tout de suite... Et les parents prennent de l'argent pour le travail que l'enfant fait là-bas. Ah oui, c'est exactement ça. Mais aujourd'hui, vous allez voir, quand vous consultez, l'UNICEF a rendu public un rapport il y a 2 ans, je crois. Oui, vous nous en parlez tantôt. Où on montre que au Bénin, il y a plus de 7000 enfants exploités économiquement dans les 3 grands marchés du Bénin. Dans Tokpa, Porto Novo, Azeke et Aparakou. D'accord.
Et donc, quand vous voyez ça, il y a également, je pense qu'il y a 1 an ou il y a moins d'1 an, vos collègues également à l'international ont fait différents types de reportages sur l'esclavage des enfants au Bénin. Avec, et tout le monde avait été choqué. Tout le monde avait été choqué. Pas que je veuille vous couper, mais j'aimerais quand même qu'on puisse repartir de ce plateau avec en tête un concept bien défini. Est-ce qu'on peut dire que ces enfants, d'accord, qu'on fait travailler pour le bien de leurs parents, sont des esclaves? Alors, au risque de choquer plus d'un, je dirais oui. Oui, parce que c'est pas que l'enfant a été vendu et qu'il ne pourra plus jamais retourner chez ses parents, mais ici, il y a une sorte d'alchimie qui encadre, je ne sais pas si on va prendre ça comme un contrat, qui lie l'enfant, ses parents et le tuteur. L'enfant est vendu pendant une période donnée. Pendant une période donnée. On vend toute une enfance. On ne vous dira pas que l'enfant est vendu. Non, on vous dira que l'enfant est placé. Mais on prend de l'argent pour ça. Ça rémunère de l'argent. Ça rémunère de l'argent. D'accord. Maintenant, parlons un peu de la lutte parce que nous avons les structures internationales qui nous ont accompagnés pendant longtemps. Il y a des ONG locales et des individus aussi qui se sont mis dans la danse. Mais aujourd'hui encore, on continue de parler de 7000 enfants qui travaillent dans nos marchés. D'ailleurs, il y a eu la direction générale du travail qui a mené des descentes musclées dans les différents marchés. Est-ce qu'on peut dire que toutes ces propositions de solutions là, de ces structures ont échoué? Alors, ça n'a pas échoué. Je pense que plutôt il faut s'inscrire dans la durée. D'accord. Il faut s'inscrire parce qu'on a adopté le Code de l'enfant il y a à peine 3 ans. Qu'on a adopté le Code de l'enfant. Donc, il faut peut-être beaucoup plus s'inscrire dans la durée. Et moi, je dirais plus qu'il faut investir dans le capital humain. C'est-à-dire investir plus dans l'éducation, plus dans la santé, rapprocher les services publics, les services sociaux de base auprès des populations et travailler à conscientiser les parents, réduire beaucoup plus les inégalités, s'associer les services des leaders religieux, tout ça. Et je pense que ça pourra donner des fruits, mais pas tout de suite, mais peut-être dans la durée. On comprend votre logique part justement du principe qu'aucun parent n'a forcément envie de vendre son enfant. Oui. Aucun parent n'a envie de voir son enfant grandir loin de lui, mais pour des raisons économiques, parce que les parents n'ont pas vraiment les moyens, les parents sont pauvres, déjà ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins propres, et de là à subvenir aux besoins de toute une famille, c'est pénible pour certaines familles qui sont obligées, n'est-ce pas, de recourir au placement d'enfants. Donc il faut réduire la pauvreté, ça va réduire également l'esclavage des enfants. Réduire les inégalités, investir plus dans le capital humain que toute autre chose. Merci à vous, Glory Syriac-Rossou. Là, on a eu votre avis sur l'esclavage des enfants, où en est-on? Et pour vous, vous êtes catégorique, on peut parler d'esclavage des enfants tant que les parents vont continuer et pas placer leurs enfants contre rémunération. Et tant que les enfants n'iront pas à l'école et seront exploités dans les marchés, dans les couvents. On vous aurait compris. Merci à vous pour votre contribution au débat. Assiom Gaba, le débat reste levé. Vous pouvez continuer par en parler avec nos différents canaux sur les réseaux sociaux. On aura peut-être l'occasion de revenir sur cela dans un plateau beaucoup plus élargi. Assiom, merci de nous avoir reçus. Merci également à vous, Alniat Onifadebelo. À très bientôt. Chers téléspectateurs, on va continuer. Cette fois-ci, on va retrouver les météorologues qui vont nous donner le temps qu'il fera chez vous. Demain à 7h.
Voilà donc le temps qu'il fera chez vous demain à 7h00, où que vous soyez sur le territoire, sur la planète même, j'allais dire. Alors ceci dit que c'est la fin de cette édition du Grand Rendez-vous. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain 19h00. Vous serez avec Agnat Onifade Bello. Bonne soirée sur BB24. Ciao.